Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'analyse vos cryptos, on en verra comme d'habitude, on en verra 8. Vous pouvez directement me mettre en commentaire celle que vous voulez que j'analyse pour la prochaine vidéo. En général, je prends celle qui revient le plus, et il y en a quelques-unes qui sont ressorties du lot. Route, elle est pas mal de fois ressortie, 2-3 fois je crois, et voilà, après j'ai sélectionné ceux qui étaient indiqués, donc on en verra 8. Alors il y en a quelques-unes que je ne connais pas, enfin il y en a même pas mal que je connais pas, donc on verra Celestia, Band, GLMR, ML, Fa, Route, Bico, Route que j'ai déjà fait je crois plusieurs fois, et Maple également. Donc voilà, le but, je le rappelle, c'est de voir d'un point de vue technique si on est sur des zones d'accumulation intéressantes, si c'est trop tard pour se positionner, quelles sont les zones d'intervention idéales, quelles sont les zones de prise de profit si on a une tendance haussière et qu'on a une altcoin season, un cycle qui se met en place sur les altcoins. Et on regarde également le fonda, la tokenomics. Alors le fonda pour les altcoins que je connais déjà, et un peu la tokenomics, c'est assez rapide quand même à regarder. Je rentre pas non plus dans les détails sur le projet. La partie la plus importante reste l'analyse technique sur ce genre de vidéo. Alors avant, je remets toujours en place le contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est Bitcoin, c'est la Bitcoin dominance, c'est Total 3, c'est le marché, puisque les alts sont corrélés au BTC, et on est dans une phase où voilà, le BTC a potentiellement trouvé un top pour les prochaines semaines, d'accord, prochaines semaines, prochains mois. Je ne suis pas fermé à une réintégration, bien entendu. Dans tous les cas, la dynamique haussière, la dynamique reste haussière, d'accord. Donc voilà, on est sur un niveau où déjà lors du précédent brief que j'avais fait, la précédente vidéo j'analyse vos cryptos, j'en avais parlé, je vous avais clairement dit, on est dans une zone où si vous vous positionnez sur les alts, vous devez accepter un potentiel drawdown de moins 30, moins 50% sur certaines altcoins, d'accord? Parce que sur BTC, on est sur des niveaux de valorisation qui restent assez hauts quand même, on est sur le précédent ATH, donc c'est pas rien. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir que au niveau de la Bitcoin dominance, on est clairement dans une phase où on a peut-être trouvé également un top. Alors c'est trop tôt pour en parler, d'accord? On est revenu chercher les 0,5 de retracement de tout ce mouvement-là, ok? On a une réaction, et surtout, à chaque fois qu'on a eu un halving, on a eu un top sur la Bitcoin dominance. Donc on a le halving qui s'est fait ici, hein, il y a quelques semaines, c'était à ce niveau-là. On a un halving qui s'est fait, si je dis pas de bêtises, c'était vers mai 2020, c'était par là, et après mai 2016, avril-mai, c'est à peu près vers là que l'halving se fait. Voilà, ça c'est l'halving a marqué les tops sur la Bitcoin dominance. On voit que c'est pas pour ça qu'on a eu ensuite une altcoin season la semaine d'après que tout a pété, mais c'est intéressant de noter que pour moi sur la Bitcoin dominance, on est sur des niveaux de valorisation qui est assez élevé, d'accord. Pour moi, voilà, déjà sur les 50%, on était sur un niveau où techniquement on était sur résistance, et c'était intéressant de commencer à s'intéresser aux altcoins. Et moi, depuis qu'on est sur les 50%, dans toute cette phase-là, je le répète, alors oui, depuis on a quand même on a continué à hausser, là-dessus il n'y a pas de souci, mais c'est pas non plus une hausse incroyable, on est passé de 50 à 55%, mais voilà, pour moi on est toujours dans des phases où les altcoins peuvent être intéressants. C'est pas comme si on était sur un niveau de support sur la Bitcoin dominance, on est clairement sur résistance, et si on a encore une poussée, le niveau max c'est les 60%. J'ai du mal à croire qu'on peut avoir vraiment une Bitcoin dominance qui s'installe au-dessus des 60%. Pour moi on serait sur un market cap qui serait, enfin c'est pas le market cap du BTC qui serait surévalué, c'est on n'est plus, alors enfin j'étais pas là, mais en 2015, bon, il n'y avait pas des altcoins qui apportaient une réelle valeur ajoutée à l'écosystème crypto. Là clairement c'est différent, on a vraiment des projets qui se lancent, et je vois cette Bitcoin dominance sur le long terme, hein, même aller break ce niveau des 40% de Bitcoin dominance, tout simplement. Donc voilà, pour moi c'est toujours intéressant. Maintenant tout le monde parle de l'altcoin season, et ça je maintiens ce que je dis, hein. Tout le monde en parlait, on en parle beaucoup moins actuellement, et je pense que l'altcoin season aura lieu, c'est juste qu'elle aura lieu lorsque plus personne s'y attendra. Et je pense qu'on est dans une phase où on peut, alors je vais pas dire demain, mais je veux dire que, voilà, dans cette phase de latéralisation, il y en avait beaucoup qui en parlaient, de cette altcoin season. Je pense que avec cette baisse-là, on fait capituler déjà du monde, pas assez encore, ça serait peut-être potentiellement intéressant d'aller chercher les 52 000 $, voire mécher en dessous, mais déjà on a un peu un désintérêt du marché. On l'a vu avec certaines données qu'on avait vues. Donc est-ce que c'est toujours le moment de s'intéresser aux altcoins? Oui. Maintenant, pas n'importe quel altcoin, pas des altcoins qui sont pas intéressants sur le long terme.
Donc des altcoins vraiment qui peuvent apporter quelque chose de concret à l'écosystème crypto, et surtout d'un point de vue technique, des altcoins qui sont intéressants et qui sont sur des bonnes zones de localisation. Parce que l'analyse fondamentale, l'analyse de la tokenomics nous permet de savoir dans quoi rentrer, dans quel projet on veut se positionner, et l'analyse technique vous permet de savoir quand rentrer. Il y a une différence entre quoi et quand, et le combo entre analyse fondamentale, analyse tokenomics, ça vous permet de lier les deux et avoir en général une bonne entrée dans un bon projet. Alors bien sûr, je dis pas que c'est parce qu'on fait de l'analyse fondamentale qu'automatiquement on a 100% raison et qu'on va investir dans le bon projet. On peut bien sûr se tromper, mais en général, vaut mieux faire une analyse fondamentale, ça permet déjà de faire un bon tri. Première crypto, Celestia, TIA, qui est une crypto qui a fait beaucoup parler d'elle, puisque déjà au lancement, elle a été faire un x10. Celestia, c'est la première blockchain L1 qui est modulaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en général, le consensus et l'exécution des transactions, donc ça va être sur BTC, sur Solana, etc., se font sur une seule couche, et en fait Solana sépare les deux sur des couches qui sont différentes. Ça fait que les transactions, ils sont exécutées hors chaîne, ce qui va, on va dire, alléger le travail des nœuds. Et voilà, c'est une blockchain modulaire qui on voit qu'on a une avancée, d'accord, parce qu'il y a 3-4 ans il n'y avait pas ce genre de blockchain qui se lançait, et c'est intéressant, c'est un projet qui est intéressant. Ceux qui ont stacké des atomes ont pu bénéficier du airdrop. Moi je ne l'ai pas claim, je l'ai carrément zappé. Je ne sais pas sur combien alors, je veux pas dire, j'ai pas perdu, mais c'est un manque à gagner. Je ne sais pas de la somme que j'ai perdue, mais je pense qu'on est facile sur une somme à 5 chiffres. En plus, si on a un x10 après, c'est dommage. C'est dommage, c'est complètement de ma faute et je m'en veux, et je ne veux même pas savoir combien j'aurais pu récupérer là-dessus. Bon, c'est pas le but, dans tous les cas, d'un point de vue localisation. On voit qu'on était dans une bonne dynamique haussière avec des creux et des sommets de plus en plus hauts. On a eu un break ici du précédent creux. Entre temps, bien sûr, on était rentré dans une phase de range. En général, une tendance haussière, on passe pas directement d'une tendance haussière à une tendance baissière. On va passer par une phase de latéralisation qui est ici. Si on a une résolution à la hausse, on a une continuation de notre tendance. Résolution à la baisse, on a un break de notre tendance, d'accord, et on passe dans une dynamique baissière, et actuellement on est dans une dynamique baissière, on le voit bien, les creux et les sommets sont de plus en plus bas, on revient chercher une zone de localisation, je vois que visiblement on pousse à la divergence haussière, sur le MACD, ouais, on pousse à la divergence haussière, qui est d'ailleurs validée, ouais, tout ça, c'est une divergence haussière qui est bien validée ici, donc ça veut dire qu'on a un essoufflement au niveau des vendeurs. On est dans une bonne zone de localisation, même si j'aurais préféré avoir une consolidation à l'intérieur de la zone de rechargement. Maintenant, ce qui nous manque, c'est une inversion de notre dynamique, d'accord? Parce que on a la zone de localisation qui est intéressante, on a quand même bien retracé. Je prends entre le point le plus haut, le point le plus bas, on a fait un moins 50%. On retrouve un momentum qui est encourageant. Maintenant, ce qu'il faut, c'est le changement de notre dynamique. Et ça passe par un break du précédent sommet. Et ici, si on break ce niveau-là, on aurait tout simplement une structure en W, une pattern de retournement, et on pourrait retourner dans une dynamique haussière. Alors, je dis pas spécialement faire un nouvel ATH, mais déjà, si on parvient à break ce niveau-là, on n'aurait pas de mal à aller chercher, si je mets un retracement, on bute au niveau des 0,382, globalement, on a une bonne confluence ici, sommet, précédent sommet 0,382, si on a un break de ce niveau-là, la prochaine target, c'est notre zone de rechargement de short entre les 0,786 et 0,118. Si je mets un volume profile, je pense qu'on va avoir plus de volume vers le bas, ouais, ça me surprend pas du tout. On avait une magnifique LVN là, même un gros déséquilibre. On est venu parfaitement combler, on a méché dedans, ça vous permet très souvent les déséquilibres comme ça dans le volume profile, d'avoir des zones de localisation très précises, très pertinentes, où en général on peut mettre des ordres d'achat comme ça dans ce genre de creux, et on a bien méché dedans, donc c'est intéressant. Maintenant, si je mets juste un volume profile sur le haut, comme si je mettais un Fibonacci, ouais, on voit que on a un gros niveau vers les 12,70 là. On a une bonne confluence, 0,382 ligne de coup, c'est un niveau qui va pas être facile à passer, mais si on le passe, on n'aura pas de mal d'aller chercher ici notre pot en confluence avec notre zone de rechargement de short. Donc vraiment deux gros niveaux sur Celestia, les 12,70 et ensuite la zone des $17. Ça va être une très bonne zone de localisation entre les 16-17 dollars. Maintenant, si on s'amènerait à faire un nouvel ATH, on est en quoi en capitalisation sur Celestia? Je vais aller regarder ça. Ouais, faut pas oublier qu'on a de la distribution de jetons. On a des tokens à libérer. Alors ça, on peut aller voir ça sur Token Unlock. Hop. Tac. En général, quand un projet se lance,
Alors il va distribuer une partie de ses tokens via le airdrop pour le public, etc. Oui, il y a eu 20% ici qui a été réservé pour le public, c'est la partie ici en vert, d'accord. Et on a des tokens qui ont été bloqués dans des smart contracts, pour les investisseurs privés, pour la fondation, etc., etc. Qui en général se débloquent un an après. Ouais, c'est ça, c'est un an après. Donc on aura le déblocage pour novembre 2024. Et en fait, c'est des tokens actuellement qui ne peuvent pas être vendus, d'accord. Ils sont bloqués. Par contre, attention, lorsqu'on a le déblocage, c'est des personnes qui ont pu bénéficier d'un prix extrêmement bas sur Celestia. Ils sont déjà, voilà, alors ils étaient là sur un x20 en haut. Ça, ils l'ont eu encore plus bas que à $2, d'accord. Peut-être $1, 0,5, 50 centimes de dollar ou plus bas. Et mettez-vous à leur place. Si vous êtes un x100, x200, automatiquement, vous prenez des profits. Donc méfiance au moment du déblocage. C'est ce qui peut freiner ça augmente l'offre, parce qu'on va avoir, on augmente la supply, donc automatiquement on a plus de tokens en circulation, ça réduit la rareté et ça fait une pression vendeuse, donc on augmente l'offre. Donc alors c'est pas pour ça que le prix va baisser, parce que s'il y a une demande qui reste supérieure à l'offre, on aura un prix qui continuera à augmenter, mais attention, ça peut clairement mettre une pression baissière au projet et ça dure la plus grosse phase. Ensuite ça se calme parce qu'on passe de 400 millions à 800 millions en un an à peu près. Ouais, on passe ici. Donc pendant un an, on double au niveau de la supply, et après de 2025 là à 2027, on a une montée qui reste assez saine, jusqu'à atteindre ici les 1 milliard. Maintenant, si on fait un nouvel ATH, on va aller checker ça, les niveaux qui sont intéressants. Un 118 100% d'extension, ça nous donnerait un Celestia entre les $29, $35, chiffron psychologique des $30. Attention, ça peut être également une zone de liquidation pour prendre des profits, mais voilà, c'est un niveau où, alors ce niveau-là s'active uniquement si on fait une extension, enfin si on fait un nouvel ATH, d'accord. Sans nouvel ATH, on n'a pas ces extensions qui s'activent, et pour le moment on est juste sur des retracements, comme ça. On peut mettre également une prolongation de Fibonacci, hop, en prenant, tac, le point le plus bas, l'ATH, ici, et le creux le plus bas. On peut regarder si on a des extensions, on n'en a pas spécialement. Donc si on a un excès, même aller chercher les $38, ça peut être une target qui est réaliste, qui ferait un x3, x4 à partir de maintenant. En capitalisation, on est déjà quand même sur du 1,72 milliard. Si on fait un x4, ouais, on est presque à 2, on serait sur un 7 milliards de capitalisation de marché, ce qui nous mènerait sans compter la distribution des jetons, enfin l'ajout de jetons au niveau de la supply, ce qui nous ferait un top 15 à peu près. Ouais, ça peut être une target réaliste. Par contre, attention, quand on commence à débloquer des jetons, sur Celestia, on a quand même 10 milliards de capitalisation boursière en full dilué. C'est-à-dire que là, si on met tous les jetons en distribution, on a 10 milliards de market cap. Et là, c'est différent, d'accord? C'est-à-dire que là, si on fait un x4 sur le prix, on est sur du 40 milliards de market cap. Là, vous voyez déjà, on va chercher presque du Solana. Donc là, c'est totalement différent. Voilà pour Solana. Ensuite, on a Bond Protocol qui est dans le domaine des oracles. Si je dis pas de bêtises, allez voir ça, mais ouais, il est dans le domaine des oracles. On a presque l'offre qui est en circulation. Alors, en fonction de l'offre totale, l'offre totale, c'est les jetons qui ont déjà été préminés, d'accord, parce que par contre on n'a pas d'offre max, c'est-à-dire que techniquement on peut ajouter, on peut se dire ok, bah l'offre totale va augmenter. Si je dis pas de bêtises, ils sont dans le domaine des oracles. Ouais, c'est ça. Alors dans le domaine des oracles, il y a très peu de concurrents. Vous voyez, on a du Chainlink, on a du Band, on a du TRB. Il n'y a pas énormément de concurrence. Bon, Chainlink a bien sûr le monopole. Les oracles, pour moi, il y a un potentiel. C'est pour ça que je suis investi sur Chainlink. En gros, les oracles, à quoi servent les oracles? Les smart contracts qui fonctionnent sur par exemple Ethereum, ils n'ont pas accès aux données du monde réel, d'accord? C'est-à-dire que un smart contract, ça va être ce qu'on appelle un contrat intelligent qu'on va organiser. Alors, j'aime bien prendre cet exemple-là du pari. Vous avez deux personnes, d'accord, une personne A, une personne B, qui décident de faire un smart contract où ils décident de mettre un Ether chacun, d'accord, pour voilà, ils se disent bon bah on décide de parier sur un match de football, d'accord, ou un match de tennis, comme ça il y a deux résultats possibles, sur la victoire ou la défaite d'une personne, et ils mettent ça dans un smart contract. Pourquoi un smart contract? Bah c'est mieux qu'un pari entre amis, parce qu'au final il y a une personne qui peut dire ah non finalement je te donne pas l'argent, etc. Donc on a deux Ethers qui sont dans le smart contract, et le gagnant récupère bien sûr ces deux Ethers. Le problème du smart contract, c'est qu'il n'a pas les données du monde réel, donc il ne peut pas savoir à l'issue du match de tennis qui a remporté le match, et du coup il ne peut pas avoir cette information-là, il ne peut pas résoudre il ne peut pas redonner les deux Ethers qui
qui sont mis dans le smart contract, et c'est là qu'on a besoin des oracles. Et les oracles vont clairement servir à ça, c'est récupérer les données du monde réel. Alors voilà, j'ai pris le match d'un match de foot, mais ça peut être les horaires, ça peut être la météo, ça peut être des données de capteurs ou autre, bref, tous les données qu'on a dans le monde réel, et les introduire dans un smart contract. Et il y a très peu de concurrence là-dessus, voilà, puis s'il y a un potentiel. Maintenant, Bond, j'ai jamais analysé le projet. D'un point de vue technique, on est toujours, on va dire, early, d'accord. Il a quand même bien retracé, il a pris combien ? Moins 95%, d'un point de vue market cap, on est sur du 194 millions, on est listé quand même sur Binance. Très bien. Ouais, on est toujours dans cette phase de latéralisation. On voit qu'on est clairement bloqué dans un range. Si je mets pareil un volume profile qui nous permet de délimiter les extrémités du range, voilà, on a une borne basse en dessous des 1,3$ et une borne haute au-dessus des 2,2. Donc tant qu'on n'a pas break ce range à la hausse, on est toujours dans de la stratégie de range. On va chercher à prendre des profits sur le bas de range et on va plutôt chercher à acheter le bas de range et prendre des profits sur le haut de range, d'accord. Et voilà, tant qu'on n'a pas une résolution de ce range à la hausse, on est toujours dans une phase d'accumulation. Et techniquement, la zone à casser, c'est s'affranchir des $3. Si on commence à break les $3, on sort de cette phase de latéralisation et on passerait d'une phase d'accumulation en phase de tendance haussière. Et déjà, on pourrait avoir des retracements bien plus intéressants. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Bon, on a quand même une grosse zone de résistance ici, d'accord. C'était un niveau de support qu'on a break, qu'on a flip en résistance aux alentours des $4,55. Alors, voilà, en général, si on a vraiment une altcoin season, un bull market, sur les altcoins, en tout cas pour moi, le bull market a déjà commencé sur BTC, pas sur toutes les altcoins. Est-ce que toutes les altcoins feront un nouvel ATH ? Absolument pas, d'accord, parce que le marché change, on a des nouveaux concurrents qui arrivent, faut s'adapter au marché, hein, c'est pas toutes les altcoins qui vont faire un nouvel ATH, et lors du dernier cycle, toutes les altcoins n'ont pas fait un nouvel ATH, ici ça sera la même chose, mais voilà, un retracement, vous cherchez les 0,382, c'est une target réaliste. Maintenant, si le projet est pas intéressant, s'il n'y a pas énormément de demandes, on peut s'arrêter aux 0,382, voire les 0,118, d'accord, mais voilà, techniquement, c'est des targets réalistes si on sort des $3 et qu'on valide ici un bottom. Donc ouais, 0,382 qui est sur une bonne zone de confluence également vers les 9,5 $, chiffre rond psychologique, et ensuite si on doit pousser plus loin, une autre zone de rechargement de short qui sera une très bonne zone de localisation. Mais si on déciderait de faire un nouvel ATH, on va mettre des extensions au cas où. Pareil, hein, c'est des extensions qui s'activent uniquement si on fait un nouvel ATH. Objectif entre 37 et $45. Voilà, c'est des targets, je vais pas dire des targets réalistes, hein, parce que déjà on serait sur un x45, en général on fait jamais un x45. Quelqu'un qui rentre ici, il vend jamais déjà au top parfait à $45, et surtout on va prendre des profits sur la montée, on va prendre des profits à $5, à $10, sur l'ATH, sur les 1,18, etc. Ce qui fait une moyenne peut-être par là, au final vous faites un x20, mais voilà, c'est toujours comme ça, vous faites jamais un x45, d'accord, ça c'est vraiment important à comprendre. Maintenant ouais, pour le moment on n'a pas de cassure, hein. Ce qu'il faut regarder c'est le break des $3, un break weekly voire même monthly. Monthly 2,3$ déjà, si on clôture au-dessus de ce niveau-là, ça serait intéressant. Pour le moment, on est toujours dans notre phase de range. On est sur support. Par contre, ouais, si la zone d'invalidation, ça serait une clôture sous les $0,8 ici, ça serait pas bon d'aller chercher le bas de range. Voilà pour Bond. GLMR. GLMR, c'est connu, si je dis pas de bêtises, c'est un projet qui est sur c'est une parachain sur Polkadot. J'ai déjà lu ça, je crois. Ça me parle. Je dis pas de bêtises, c'est... Ouais, c'est bien ça. C'est une plateforme de smart contract cross-chain sur Polkadot qui est Ethereum compatible. Ok. Alors Polkadot, c'est un projet qui est dans le thème de l'interopérabilité. Qui est différent de Cosmos, d'accord. Vous voyez comme Polkadot le projet central. Alors Cosmos, vous voyez le hub Cosmos, c'est plein de projets qui vont se relier entre eux, d'accord. Donc on va avoir des relais comme ça. Donc ça veut dire que on va dire Atom qui est au milieu. Atom demain il meurt, d'accord, c'est-à-dire le projet il va à zéro, il coule, le Cosmos Hub continue à fonctionner, d'accord, parce que les projets sont reliés entre eux, d'accord. La différence avec Polkadot, c'est que on a Polkadot au centre et on a plein de parachains autour comme ça. Donc tout ça c'est des blockchains, d'accord. Et ils sont tous reliés à Polkadot. La différence c'est si Polkadot meurt, tout l'écosystème meurt tout simplement. Donc voilà, ça c'est juste pour la comparaison. Et là du coup GLMR, ça va être une plateforme de smart contract cross-chain qui
permet de faire la liaison entre Ethereum et Polkadot. Donc voilà, admettons que cette blockchain là c'est GLMR, ok. On va avoir ici le Ethereum, ok, ETH. On va avoir l'interopérabilité entre GLMR, des smart contracts, voilà, et Ethereum. Voilà, c'est comme ça globalement qu'il faut le voir. C'est tout simplement une plateforme de smart contract, mais qui est cross-chain et qui est développée sur l'écosystème Polkadot et qui est compatible Ethereum. Tout simplement. Maintenant, c'est une crypto qui a pris cher. Je sais que j'ai déjà lu un peu, je m'étais déjà renseigné sur ce projet-là. Après, l'écosystème Polkadot, c'est un peu une déception quand même. Polkadot, il fait pas grand-chose. Moi, je suis investi sur Polkadot. C'est 3% de mon wallet, hein. C'est faible, mais ouais, c'est vrai qu'il fait pas grand-chose. Hein. Je vais me mettre en normal. Il a même pas retracé ses 0,382. Pourtant, c'est un bon écosystème quand même. J'ai une préférence pour Atom, mais ouais, c'est vrai que il y a Polkadot 2.0 là qui est en cours. Faudrait que je me renseigne là-dessus, où ça reste un gros changement. Mais ouais, tout ce qui tourne autour de Polkadot, ça n'a pas très bien performé, ça a pris cher quand même pendant le bear market. On a au niveau de l'offre en circulation, on est presque au niveau de l'offre totale. D'un point de vue technique, on a eu ici notre pattern de retournement, qui s'est fait tard quand même. C'était quand ça? Septembre 2023, alors que le BTC il a posé son bottom début 2023, ici. Là on a le crash de FTX, c'est-à-dire pendant toute la run du BTC, on peut comparer, hein. Hop. Pendant toute la run du BTC ici, on a un GLMR qui a pas performé, hein. Et il s'est réveillé vraiment quand il y a eu la grosse poussée là en octobre, où le BTC a break ses 30 000, 40 000 dollars. Mais ouais, c'est étonnant de voir ça, hein, d'avoir un projet comme ça qui coule, qui fait un moins 70%. Moins 70% alors qu'on a un BTC qui pump, c'est clairement, ça nous montre que c'est une crypto qui reste faible quand même. Le but, ça reste toujours de surperformer le BTC, hein, quand vous positionnez sur une altcoin. Maintenant, on a un premier signal qui est encourageant ici. On a une pattern de retournement. On a pour le moment un pullback sur la ligne de coup, qui est ici. Ça peut être une entrée agressive. Moi, je vous avoue, si je me positionnerais sur ce genre de projet, comparé à des Ethereum, des Bitcoin ou ma zone d'invalidation, c'est des 0$, parce que j'ai une bonne conviction sur ce projet-là et très peu de probabilités qu'ils vont chercher leurs 0$. Sur ce genre de projet, j'aurai une zone d'invalidation si on break les 15 centimes de dollars, parce que c'est le genre de projet, franchement, si on se positionne, vaut mieux invalider et rentrer plus tard. Par exemple, une personne qui rentre ici, à l'invalide si on casse les 32 centimes de dollars, et ça lui permet d'éviter de se taper un drawdown de moins 50% et rentrer plus tard, d'accord. Mais voilà, sur des cryptos à aussi faible market cap, on est quoi, 238 encore, bon, ça reste faible, 230 millions de market cap, mais ouais, je préfère avoir une zone d'invalidation. Maintenant, ne vous attendez pas à faire un nouvel ATH sur ce genre de projet, on serait quand même sur une très forte performance, surtout on a dû avoir des tokens qui ont été débloqués, on a une petite inflation, ouais, on voit que entre le prix et le market cap, c'est différent. Si je me mets en log, ça se verra mieux. Ouais, on a eu des déblocages de jetons, donc n'espérez pas un retour même dans nos zones de rechargement de short, c'est très peu probable. C'est le genre de projet qui, même déjà un rebond sur les 0,382, ça me paraît une target assez élevée. Il y a très peu de chances qu'on retourne chercher ce niveau-là. Après, on sait jamais, hein, comment l'écosystème Polkadot peut aller chercher, mais moi, d'un point de vue technique, c'est pas le genre de chart qui m'intéresse. Alors, Mint Layer, je ne connais absolument pas ça. Je ne connais pas ce projet. ML. Ouais, 846 sur CoinMarketCap, 10% de l'offre qui est en circulation, c'est pas terrible. Ouais, il y a pas beaucoup de volume, après c'est normal, hein, faible market cap, 19 millions en capitalisation boursière, je sais pas du tout c'est quoi comme projet. Ok, Layer 2, bon c'est un peu la hype en ce moment, il y a beaucoup de Layer 2 qui seraient, alors c'est sur BTC. Ok, autour de Layer 2 de BTC. Ok, pourquoi pas. Alors, je vais regarder juste. Alors, ce que je regarde sur ce genre de projet, c'est la token mix, c'est important de voir. Alors, je vais peut-être pas l'avoir ici, hein. Ouais, c'est compliqué, vu que c'est un projet à faible market cap, trouver les infos, des fois c'est compliqué. On va aller voir sur le site. Est-ce que j'ai un white paper en bas, là? Documentation, peut-être. Non, j'ai la roadmap ici, ML token. Ok. Ok, ici j'ai déjà des informations. Au niveau de la distribution, compagnie 26%, la team 12%, Précide très bien, c'est pas la meilleure distribution de jetons.
C'est pas la meilleure distribution de jetons également. Est-ce qu'on a une roadmap à jour? On a une roadmap à jour jusqu'à 2025, ça c'est intéressant de constater les roadmaps s'ils sont à jour ou pas, ça vous montre déjà le projet s'il se projette. Ouais, bon, moi, déjà ça me dérange les 10% ici de... je suis où? Ici, les 10%, c'est faible, c'est-à-dire qu'on a encore 90% de la supply à libérer, ça fait beaucoup. Je trouve pas sur Token Unlock, je suis allé sur Dropstab, c'est un autre site qui est assez intéressant également pour avoir des infos sur les distributions. Alors, est-ce que je l'ai ici? Je vais l'avoir ici, parfait. Vesting. Alors, hop. Donc déjà, c'est beaucoup mieux représenté ici. Ouais, j'aime pas la distribution déjà, comment elle est faite entre les différents acteurs. On a un unlock qui est prévu dans 19 jours, 0,63% de la supply. 19 jours, 1%. 19 jours, on a un des gros unlocks là dans 19 jours. 19. Ah, là, on a peut-être 1, 2, 3, 4, on a 4-5% de la supply qui est libérée dans 19 jours. Donc attention, ça peut être des pressions à la baisse, hein, parce que pareil, hein, c'est des personnes qui ont pu bénéficier d'un jeton à un prix assez faible, surtout le projet a quand même bien performé, ouais. Ah oui, quand même, on a été chercher un... Ok, on a fait un x30 quand même. C'est un projet qui a très bien performé, même d'un point de vue market cap, il vient... On devait avoir un faible market cap. Ok, ouais. Ok, intéressant. Maintenant, ok, d'un point de vue technique, c'est pas mal ce qu'il nous fait, même si là on a posé une structure de top, mais ça nous montre qu'il y a clairement de la demande. Ce qu'il va falloir voir, c'est de la manière dont on réagit. En fait, ce qu'on veut voir dans ce genre de projet qui pump. Alors un projet qui pump, ça fait toujours plaisir, mais là-dessus il y a pas de souci, mais ce qu'on veut c'est une construction du prix, d'accord. Moi ça ne m'intéresse pas d'investir dans un projet qui fait tac 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 tac. Alors certains vont dire oui trop bien, mais non, ce que je veux c'est vraiment la construction d'une phase de latéralisation qui nous montre qu'on n'est pas juste sur un shitcoin qui est juste manipulé. On veut une phase de latéralisation dans une zone de rechargement de short comme ça, de long pardon, c'est pas mal avec un break de ce niveau-là, un pullback sur la ligne de cours. Si on le fait plus bas, pas de souci, on le fait plus bas, mais maintenant qu'on a ici structuré un top de marché d'un point de vue technique ici, oui on a une bonne impulsion, mais on a quand même bien corrigé là, moins 70%, on est dans une dynamique baissière, on le voit, les creux et les sommets sont de plus en plus bas. Maintenant ce que j'aimerais voir ici d'un point de vue technique, c'est une phase de latéralisation, d'accord, une phase où on a pendant 1 mois, 2 mois, 2-3 mois, une phase où on rentre dans une zone de combat entre acheteurs-vendeurs, une phase de range, et ce range break par le haut, d'accord. C'est bien d'avoir des pumps, on a eu ici une petite consolidation avec une faible volatilité, on a eu ici une pattern de retournement. J'aimerais bien avoir la même chose ici dans la zone de rechargement de long, pardon. Et si c'est un niveau qui doit être défendu, les acheteurs qui ont maintenu un bottom ici, c'est un niveau qui doit être maintenu si on veut faire des creux et des sommets de plus en plus haut. Donc projet, ça peut en intéresser certains, d'accord. C'est vrai que il y a une hype autour des layers 2, c'est intéressant à suivre. Maintenant, tokenomics, je suis vraiment pas fan. Ça c'est pour ML. Alors PHA. J'ai une alerte ici, c'est-à-dire que je me suis sûrement positionné. Ah oui, je l'avais regardé en plus juste avant. Ouais, je m'étais positionné ici sur le break. J'ai déjà pris des profits à x2. Alors ce qui est intéressant, c'est que actuellement, on est juste dans un retracement. On a en aucun cas, ça c'est un top de marché. On est sur un rebond en V-top. Déjà en général, les rebonds en V-top sont souvent amenés à être retestés pour transformer ça en M-top, d'accord. Alors ça, c'est plutôt sur des altcoins à fort market cap, du BTC, du Ether. Maintenant, c'est vrai que sur des altcoins à faible market cap, ça peut arriver de juste pump et redump assez rapidement. Après, là, on voit que c'est pas non plus un dump de moins 50% en une bougie. On a quand même construit, voilà, ça c'est ce que je vous disais sur ML. J'aimerais bien qu'on fasse ce genre de pattern. On rentre dans une phase de latéralisation, divergence haussière, un momentum bullish. C'est pour ça que je suis rentré en position ici. J'avais mes conditions pour rentrer en position. Phase de latéralisation depuis un moment, d'accord, essoufflement de la volatilité. Le marché est bien horizontal, on break, vous voyez ici on break, on a le pullback parfaitement sur la ligne de coup, je suis rentré ici et j'ai pris déjà des profits à x2 et j'ai à x4 un autre ordre qui est en attente d'être exécuté. Maintenant d'un point de vue technique c'est assez propre, s'il revient chercher la ligne de coup ça serait une bonne zone de localisation, surtout que là si je mets un Fibo on revient sûrement chercher la zone de rechargement, on est dans notre zone de rechargement. Alors en daily on est toujours baissé, on pousse quand même à la divergence haussière, donc affaiblissement au niveau des vendeurs, ce qui serait bien pour inverser cette dynamique. On voit qu'en daily on est baissé, hein. Ici on a eu une structure de top de marché, si je me mets en close line on la voit bien. Vous voyez la différence entre une dynamique haussière et une dynamique baissière,
c'est assez simple à visionner de cette manière-là. Après, la théorie c'est toujours simple, la pratique, prendre des décisions, ça c'est autre chose. Mais voilà, ici on est bien dans une dynamique baissière. Est-ce que pour le moment on a une inversion de cette dynamique? Non. Qu'est-ce qu'il nous faudrait pour avoir une inversion? Au moins soit déjà le break du précédent sommet, qui est ici, avec un creux qui est maintenu, ou soit même si on n'a pas un break du précédent creux sommet, ce qu'on aimerait voir c'est ici, hop, une pattern de retournement avec un pullback sur la ligne de coup. Et là, hop, on serait sûrement reparti pour une dynamique haussière. Comme on a fait ici, vous voyez, on a ici des phases de latéralisation, W, etc., des W dans des W, ici W, on break, pullback, ça c'est exactement ce qu'on veut voir pour se positionner. Et ça, avec ce genre d'entrée, c'est des positions que je peux garder très longtemps. Pourquoi? Parce que déjà, j'estime avoir une bonne entrée, d'accord? Si on est vraiment dans une phase d'accumulation depuis plus de 2 ans ici, c'est un niveau qu'on ne va pas casser aussi facilement. Puis en plus, quand on pump comme ça, on prend un x2, je sécurise 50% de ma position, c'est-à-dire que techniquement là on va à 0, j'ai rien perdu, j'ai rien gagné non plus, mais voilà, je suis à break-even, j'ai sécurisé 50% de la position, bah, je suis assez serein. Et c'est là l'importance d'avoir un bon timing, d'avoir de bonnes entrées. Bah après voilà, vous prenez votre x2 ou même voilà, il y a même si j'avais pas pris mon x2, on avait été plus bas, je sais que c'est une bonne entrée et je sais que bah, sur le long terme en général, quand vous avez des bonnes entrées comme ça, vous êtes beaucoup plus serein que la personne qui va FOMO parce qu'on va peut-être faire un gros pump, la personne va rentrer ici, sauf que bah, là c'est pas une bonne zone d'entrée selon moi de rentrer sur des charts aussi verticales. Si vous soignez vos entrées sur le long terme, ça demande d'être patient quand même. Ça demande d'être patient parce que bah, des fois c'est pas simple de voilà, peut-être que c'est un projet où vous vous intéressez depuis un moment, vous le voyez pump ici, vous le voyez faire un x5 et alors là maintenant il y a la clôture, on a ravalé, mais peut-être qu'en direct vous étiez devant les écrans, vous étiez ici et vous dites ah mince je voulais rentrer dans ce projet depuis un moment, vous rentrez ici, au final vous n'avez pas une bonne entrée. Le mieux c'est de patienter, voir comment le marché réagit, voir comment le BTC également ce qui nous propose. Et ici, ce genre de pattern de retournement dans des phases de latéralisation depuis autant de temps, c'est de très bons points d'entrée. Voilà pour PHA. Ensuite, on a Root. Pareil, c'est une crypto que j'ai analysé il y a pas longtemps. Est-ce que j'ai plus de charts là-dessus? Root Protocol. 75% de l'offre en circulation avec une offre max, c'est intéressant, c'est-à-dire que quand on aura atteint l'offre max, c'est juste l'offre et la demande qui fera bouger le projet et la crypto, et non pas de potentiel déblocage de jetons qui peuvent impacter l'offre. Capitalisation boursière, on est sur quelque chose d'assez faible, j'ai pas plus d'historique, mais j'ai déjà fait une analyse, ce genre de chart me parle. Alors c'est toujours compliqué d'analyser une chart où on a peu d'infos, vous voyez, j'aurais préféré avoir quelque chose comme ça. Ouais, ça aurait été plus simple, même avec carrément une phase d'accumulation ici. Maintenant, on est dans une phase de range. Juste, c'est quoi l'amplitude du range? Ok, on a quand même une bonne amplitude, donc il y a pas mal de volatilité. Après, c'est normal, hein, un projet avec un aussi faible market cap et très peu de volume. Hein. 982 000 euros de volume, ça reste, comparé à d'autres projets, c'est extrêmement faible. Donc attention à la volatilité là-dessus, à la liquidité. On voit qu'il n'est pas présent sur des plateformes comme Binance, Coinbase, etc. Donc voilà, la plupart du volume se fait sur KuCoin. Maintenant, attention déjà au slippage, d'accord, vu qu'il y a très peu de liquidité. Si vous entrez avec un gros montant là, quelqu'un qui se ramène avec 1 million là et qui fait un buy market, là il arrache le carnet d'ordre. Hein. Je vous le dis, la crypto prend un plus 30% d'un coup. Voilà, des fois s'il y a des mèches comme ça, voilà. Ce genre de mèche là, je sais pas ce qui s'est passé là, mais j'en ai aucune idée de ce qui s'est passé. Mais là, si quelqu'un rentre avec un gros montant, que le carnet d'ordre il est vide, bah il va se faire exécuter, le prix va monter hyper rapidement, jusqu'à temps qu'en face, il y a quelqu'un qui lui décide de vendre, d'accord? Et tant qu'il trouve pas acheteur, le prix va monter. Et oui, au bout d'un moment on trouve acheteur, mais si quelqu'un se ramène avec beaucoup de liquidité sur un projet qui est très peu liquide comme ça, on peut avoir des gros pump and dump comme ça. Et je sais pas si on le retrouve sur je suis sur KuCoin ici, ça se trouve il était pas dispo ailleurs avant. Non. Bon, bah c'est sûrement sur KuCoin il y a eu un problème au niveau du carnet d'ordre avec un gros manque de liquidité. Dans tous les cas, on a quand même break ce range par le haut. Maintenant on l'a réintégré, on est revenu chercher le milieu de range. Je pense que si je mets un poke ici, ça me surprendrait pas d'être sur le poke. Ouais, il est un peu plus bas. On a réintégré ce range. Techniquement, quand on réintègre un range, on va chercher la borne basse. C'est pas très bon, vous voyez que le haut de range faisait office de support. Malheureusement, on l'a réintégré. Ce qui serait intéressant, ça serait de repasser au-dessus de ce niveau-là. On a un bon niveau de support au niveau des
3,83 $ ici, très bonne zone de localisation, qui a fait office de résistance, qui a fait office de support, on l'a réintégré. Si on repasse par-dessus et qu'on fait un nouveau office de support, ça peut être une bonne zone pour se positionner. Après pareil, si on va chercher le bas de range, c'est une bonne zone de localisation. Ça serait bien de retrouver un momentum bullish sur le MACD, parce qu'on a quand même bien enfoncé, d'accord. Avoir un doublé sur les MACD, ça serait pas mal. Et même si on peut avoir sur la structure du prix une pattern de retournement, voilà, comme ce genre de pattern qu'on a eu. Vous voyez, c'est des niveaux ensuite quand on break, on fait souvent office de support dessus, avec vous voyez, on est revenu chercher la ligne de coup parfaitement. Si on a ce genre de même pattern, ça peut être très intéressant à surveiller. Voilà pour route. Ensuite, on a Pico. Je ne sais absolument pas ce que c'est non plus. Ok, 193 sur CoinMarketCap, j'en ai jamais entendu parler. C'est un protocole de relais en multi-chain qui vient améliorer l'onboarding de nouveaux utilisateurs. Il y a beaucoup de projets qui se lancent comme ça en mode oui, bon, il y a l'adoption de l'écosystème crypto qui arrive, le web 3.0 c'est le futur. Du coup, nous ce qu'on veut c'est améliorer l'expérience utilisateur. C'est souvent des projets qui font plein de partenariats de partout. Voilà, plein de partenaires de partout qui n'hésitent pas à les afficher. Après, c'est comme ça qu'ils récupèrent des clients, on va dire. C'est important. Oui, c'est envoyer un projet qui est partout, qui est validé. Voilà, si vous reconnaissez ici des projets qui vous intéressent, DYDX, The Sandbox, etc., vous pouvez dire ah super, c'est un projet qui est en partenariat avec eux. Bon, des fois des partenariats, ils peuvent marquer partenariat alors qu'il n'y a pas eu grand chose entre eux, mais beaucoup de projets comme ça qui se lancent dans le but d'améliorer l'expérience utilisateur. On n'a pas encore une grosse adoption de l'écosystème crypto, même si elle arrive, elle augmente, mais doucement. On parlait souvent que le prochain cycle, ça serait l'adoption. Pour moi, c'est encore un peu juste. L'adoption de Bitcoin, pourquoi pas. L'adoption vraiment de toutes les cryptos avec une vraie utilité. Je sais pas, peut-être reporter ça au prochain cycle, je sais pas encore. En tout cas, ça se fait un peu plus lentement que ce que la majorité des gens, dont moi, le pensaient. Après, on est qu'en 2024, on peut avoir un cycle qui se prolonge encore plus loin, mais à voir. La manière où c'est introduit, ça dépend aussi des régulations qui vont être mis en place. Maintenant, d'un point de vue technique, c'est une crypto qui a quand même posé un bottom ici avec cette pattern de retournement. On a déjà un W, on peut voir même ici une sorte d'épaule tête-épaule. Voilà. En close line, on le verra mieux. Ouais. On a une épaule tête épaule ici, on a une pattern de retournement, donc il a posé son bottom vers les 25 centimes de dollars. On a fait un pullback sur la ligne de coup. On a refait à nouveau ici une pattern de continuation. Ok, on est revenu chercher cette ligne de coup, et là on est revenu chercher une bonne zone de localisation. Surtout qu'on est clairement sur un V-top. Une bonne réaction vendeuse. En général, pour poser un top de marché, on fait des phases de distribution. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est souvent sur des cryptos à fort market cap. Sur des faibles market cap, on peut être vraiment sur du pump and dump. Si je mets d'un point de vue retracement, on a fait un moins 56%, on retourne dans notre zone de localisation. Est-ce que j'ai plus de charts? J'ai pas plus de charts, mais le projet il est parti. On a eu un prix extrêmement élevé. 12 $, on est à 40 centimes de dollars. Ouais, on est dans une bonne zone de localisation. Clairement, on a une bonne confluence entre plusieurs niveaux ici. Tunnel daily, qui faisait office de résistance, qu'on a break, qui fait maintenant office de support, qui nous permettent d'avoir une représentation de la tendance moyen terme. On est dans notre zone de rechargement, 0,58, 0,786, et on est au niveau de notre ligne de coup, de notre W ici. On a une divergence haussière qui est validée, qui n'est pas encore validée, mais sûrement dans les prochains jours qui sera validée. Et ce qu'on aimerait voir maintenant, c'est la petite pattern de retournement qui nous montre que on a un regain au niveau des acheteurs, parce que là on est dans une petite dynamique baissière sur du moyen terme. On a le 1 heure qui passait sous le 4 heures, et ce qui serait bien, c'est repasser au-dessus d'une heure et du 4 heures avec cette pattern de retournement en daily. Maintenant, oui, on a posé un bon bottom pour moi. On a fait un x5. Ouais, on a posé un bon bottom, on a bien retracé. On est dans une bonne zone de localisation sur Bico. Dernière, Maple, je l'ai déjà pas mal de fois analysé, c'est un projet qui fait partie de ce qu'on appelle les Real World Assets, tout simplement la tokenisation d'assets réels. Pareil, ça fait le lien avec l'adoption de l'écosystème crypto, si on n'a pas une adoption, les RWA ne serviront pas à grand chose. Maintenant, de mémoire, sur Maple, on n'a pas une très bonne distribution. Les jetons, comment ils ont été distribués, 44% de l'offre qui est en circulation, donc il reste quand même la moitié à débloquer. Et ouais, c'est moche.
Franchement, 44% pour la fondation, 25% pour l'équipe, 26% la seed sale, que 5% pour le public. Ouais, on a 50% encore où les investisseurs privés, l'équipe, etc. Ils vont dump un peu leur token sur le public. C'est pas le genre de déblocage que j'aime bien, enfin le genre de distribution que j'aime bien. Après, la distribution est bien maîtrisée, hein, vu qu'on voit qu'on n'a pas une grosse décorrélation entre le prix et le market cap. Donc, elle se fait dans le temps. Maintenant, d'un point de vue technique, alors, on a eu ici une grosse phase de latéralisation, avec un break au niveau du 30 octobre, là. On a break ce niveau-là, ça se voit avec du volume, je pense. Ouais, on a eu un regain de volume. On a eu un volume assez élevé quand même ici, hein. Alors que techniquement, d'un point de vue performance, là on fait un x3 sur une semaine. Là on fait un plus 70%. On n'avait pas, alors on avait des gains de volume, hein, parce que si je me mets ici en mode replay, on est sur des, voilà, parce que on est biaisé par le histogramme qui arrive après, mais on est sur un bon break ici. C'est important de regarder le volume, hein, quand vous regardez comme ça des breaks. Et ouais, là on a eu un volume assez important avec pas mal de volume au niveau lors de la baisse. On voit que sur Maple ça s'active pas mal. On est revenu chercher comme une bonne zone de localisation, ça se voit. Maintenant, c'est vrai que sur le MACD, c'est pas très beau ce qu'on fait. On a une divergence baissière qui est validée vu qu'on enfonce pas mal ici. Ouais, on est quand même sur un niveau de support important. Techniquement, si on part du principe qu'on est dans une dynamique haussière, et pour le moment, moi, je constate qu'on est dans une dynamique haussière, puisqu'on a ici un premier creux majeur, un second creux majeur, on en a un troisième ici. Là, vu qu'on a break ce niveau-là, on peut estimer que on est censé en faire un quatrième. On est quand même dans une phase de range, d'accord, et on peut voir ici ça comme une déviation. Et si je me trace des niveaux, alors Fibo déjà, on est dans notre zone de rechargement. On a break quand même le tunnel daily. On a une divergence qui est haussière. Ce qui serait intéressant là, c'est de rentrer dans une phase de latéralisation. Avoir le tunnel 1 heure, le tunnel 4 heures qui commence à être plat, qui nous montre qu'on... Alors ces tunnels, hein, c'est des moyennes mobiles. Donc sur du 1 heure, 4 heures daily, ça nous donne un point de repère, 144, 169, 233 périodes, hein, pour n'importe lequel des tunnels, sur différentes unités de temps. Ça nous permet d'avoir une bonne représentation de la dynamique, que ça soit sur du court moyen terme. Et ce que j'aimerais ici, c'est un 1 heure, 4 heures qui commence à être plat, et en fait break l'ensemble de ces tunnels et repartir dans une dynamique haussière comme ça. Donc on voit déjà le tunnel daily, là on l'a break, il faisait office de support. Il faisait office de résistance auparavant, on l'a break, il fait office de support. Ce qui serait bien, ça serait de repasser au-dessus, avoir un cross des moyennes mobiles sur du court terme, et on pourrait repartir dans une dynamique haussière, surtout qu'on a une divergence haussière sur le MACD. Ce qui nous manque, c'est un réveil acheteur. Alors là, on a un petit réveil aujourd'hui avec un plus 7%, un petit ravalement, surtout que là on a un signal également qui est assez intéressant dans le sens où on a une tentative de pousser par les vendeurs qui a été suivie par un ravalement. Ok, on voit qu'on ravale une bonne partie l'entièreté de la mèche ici. Donc on peut être sur un creux temporaire, d'accord. Ça c'est pas un bottom définitif, c'est trop juste pour dire ça, mais là en tout cas on a un réveil acheteur qui peut pousser déjà au moins au break du tunnel 1 heure, mais bon, ça me m'étonnerait pas d'avoir une phase de latéralisation. Dans tous les cas, on revient chercher, de toute façon c'est un peu similaire sur la plupart des altcoins, on revient chercher des zones de valorisation, enfin d'un point de vue technique, des zones de prix qui sont sur des niveaux de support, puisque on a fait, dites-vous, la plupart des altcoins ont fait un moins 50, moins 60% sur les dernières semaines, donc on revient chercher des niveaux de FIBO qui sont intéressants, qui sont des niveaux long terme à surveiller. C'est pas tout le temps qu'on aura des entrées comme ça. Après pareil, il faut bien choisir vos altcoins, c'est pas toutes les altcoins qui vont faire des nouvelles ATH. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire sur ces 8 altcoins, rien d'autre à ajouter. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. S'il y a des choses à ajouter que j'ai pas appréciées sur certaines altcoins, je pense que vous avez des choses à dire, parce que les personnes qui me demandent d'analyser ces altcoins, si vous avez des convictions, hein, je pense, ou au moins vous êtes renseigné, donc sûrement vous connaissez certaines altcoins bien mieux que moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'ils apportent, s'il y a des nouveautés, etc., etc. Dites-moi également les altcoins que vous voulez que j'analyse lors de la prochaine vidéo. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.